Je pense qu'on ne peut pas tellement parler d'évangile à quelqu'un qui a faim. Pendant qu'on fera notre discours, il pensera à ce qu'il peut faire pour manger lui-même et donner à ses enfants. Donc, je crois que l'évangélisation, ou la mission, comme vous l'appelez, doit être, comme le disait un pasteur du Togo, tout l'évangile à tout l'homme. Que lorsqu'on parle de l'évangile, il faut être conscient des besoins, des aspirations, des facultés de la personne qu'on a en face de soi, et que notre regard soit aimant. Missionnaire, c'est quand même être au service des autres, mais n'importe qui peut être au service des autres. Moi, je pense pas que le christianisme a le monopole du service, ni le monopole de quoi que ce soit, hein. Il y a des athées, j'ai rencontré des athées qui sont parfois plus proches du Christ que bien des chrétiens, je dirais. C'est vraiment l'ouverture qu'il faut, l'ouverture, et puis peut-être une capacité à s'adapter, ça c'est sûr, le respect des autres, bien sûr. Ça c'est tout ce qui est important. De regarder comment les gens vivent avant d'aller leur dire c'est pas comme ça, ou bien c'est comme ça, ou je ne sais pas. Quand nous sommes partis, un ancien missionnaire du Mozambique m'a dit « Vous partez au Mozambique, écoutez, quand vous serez là-bas, regardez, écoutez, apprenez la langue, et avant 2 ans, ne faites aucune proposition. Peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez des propositions nouvelles à faire pour changer quoi que ce soit. » Je me suis soumis à cette idée qu'en effet, avant d'offrir ou de décider quoi que ce soit, il fallait d'abord écouter, d'abord comprendre le pourquoi et le comment de la situation et voir dans cette situation-là, en discutant avec les Africains, qu'est-ce qu'on peut faire. C'était un sujet très intéressant parce que on voyait des médecins missionnaires du reste qui travaillaient comme médecins à l'hôpital. Bon, nous, on n'était pas liés aux questions de santé, mais ensuite, les gens allaient souvent encore chez le médecin traditionnel. Et puis, il y a des médecins blancs qui disaient moi, je t'ai soigné, mais tu vas chez ton médecin pour être guéri. Nous, on essayait de lutter contre un certain manque de connaissances. Par exemple, je vous parlais de ces naissances, quand des bébés naissaient, puis après on coupait le cordon avec des lames de rasoir rouillées, ou bien il y avait aussi dans l'allaitement. Au moment où on arrêtait d'allaiter un enfant, les femmes mettaient du piment sur leur sein pour l'empêcher de sucer, de prendre le sein. Puis après, ça passait tout de suite à des nourritures très complètes, puis des fois c'était vraiment problématique. Donc là, on essayait de proposer de faire autrement. Nous, on avait une voisine qui était infirmière, mozambicaine, je veux dire, mais qui connaissait, qui travaillait aussi dans ce sens-là. Mais c'est vrai que, bon, de la médecine traditionnelle, il y avait aussi beaucoup de différences, hein. Ça va des tours de magie avec les osselets, etc., à une connaissance des plantes, à une connaissance je pense, de la psychologie des gens. Et puis, on pensait que ça pouvait être complémentaire et puis s'entraider. On avait peut-être l'idée préconçue d'aller et de dire comment on faisait nous, mais je crois qu'on a plutôt appris comment ils faisaient eux. Parce que si sans machine, vous ne pouvez pas pratiquer une agriculture comme c'était ici. Donc les méthodes techniques et tout
elle s'adaptait pas toujours. On pouvait y aller petit à petit, mais on peut pas débarquer en prenant un labourage à la charrue s'il n'y a pas de tracteur puis pas de charrue. Il y a des bœufs puis il y a une houe. Donc il vaut mieux que ce soit nous qu'on s'adapte puis essayer de trouver des solutions à partir de ce qu'ils ont eux, plutôt que de penser qu'il faut absolument avoir un tracteur. C'était notre quotidien. Il y avait tous les jours des choses qui nous étonnaient, qui nous... Moi, je me souviens, par exemple, j'avais un groupe de femmes qui venaient, qui faisaient du tricot, etc., qui discutaient entre elles et qui se donnaient, parlaient des endroits où il y avait le meilleur sable à manger quand on était enceinte. Et après, si on réfléchit, c'est qu'il y avait du calcium ou je ne sais pas quoi, qui leur manquait. Mais par exemple, il y avait des choses qui nous étonnaient comme ça tous les jours, qu'on ne connaissait pas, que ça nous a intéressés. Et c'était, j'ai cet exemple maintenant, mais il y en avait d'autres. Il y en a aussi où on a bousculé des habitudes. Je me souviens que on a beaucoup fait, en fait, pour que les couples partagent les tâches. Dans le cadre du séminaire, il y avait un certain nombre de couples qui étaient là avec leur famille, qui avaient ce qu'on appelle un village, c'est-à-dire quelques huttes. Et je me souviens toujours mon mari, il aidait à la maison, il faisait beaucoup de choses. Ça ne l'ennuyait pas de laver la vaisselle ou de laver les linges des enfants. Il n'y avait pas encore les Pampers. Et puis, c'était un espèce d'exemple aussi, qu'un homme peut faire des choses dans le partage des tâches. Ça, c'était intéressant, parce que ça a modifié, avec les gens avec qui on était, ça a modifié beaucoup de choses. Et je me souviens d'un étudiant qui était un peu moins rapide sur ce chemin que d'autres, et qui était là, risé de ses copains, parce que sa femme était malade, puis il disait qu'il n'avait pas d'eau, parce qu'il ne pouvait pas aller, lui, avec le bidon, chercher l'eau au robinet qui n'était pas loin du tout, le travail que faisait sa femme. J'ai été étonné. Au départ, je m'imaginais l'Afrique beaucoup plus différente que je ne l'ai trouvée. Parce qu'elle a un ciel, des nuages quand il y en a, elle a des forêts. On est plutôt dans une brousse arborescente où les gens cultivaient des fois à l'ombre de certains arbres. Par rapport aux personnes, j'ai trouvé des caractères chez les paysans que j'ai côtoyés assez semblables à nos paysans de ce village, du village d'Arnay. La chose que j'ai abordée une fois avec une des jeunes femmes qui était là, c'est qu'elle était la 2e ou 3e femme de son mari. Puis je lui ai dit, mais comment tu fais pour accepter les autres femmes? Parce que moi, je ne me voyais pas avec mon mari qui avait 2, 3 femmes. Bon, voilà. Puis elle me dit, oui, mais toi, tu as une jeune fille pour t'aider au ménage. Moi, si je suis toute seule comme femme, puis que j'ai un enfant toutes les années, puis que je dois aller à l'eau, puis cuisiner, j'ai personne. Donc, mon père avait déjà plusieurs femmes. Et puis maintenant, je suis la 2e ou 3e femme de mon mari, puis ça me convient, mais c'est aussi... Et puis ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose que je jugeais, puis que finalement, je n'étais pas dans la même situation. Ces 12 ans d'Afrique, ça a été pour moi une école. Une école de découverte, mais une école où j'ai retrouvé un certain nombre de valeurs qu'on avait peut-être tendance à perdre ici en Europe. C'était la vieillesse, la solidarité et d'autres, et que j'ai toujours essayé de remettre en vigueur dans les paroisses où j'ai été ou dans mon travail à Valorbe comme aumônier parmi les requérants d'asile. Donc ces 12 ans d'Afrique ont été pour moi un moment de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? D'élargissement de la théologie, de ce qu'on apprend en faculté, un élargissement de l'humain, voir que ce qu'on vit, nous, c'est pas ce que vivent d'autres à 2000 ou 3000 kilomètres, qu'il y a des situations totalement autres. Donc, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a permis, je crois, d'être beaucoup plus tolérant vis-à-vis de beaucoup de collègues ici qui sont jamais sortis de leur paroisse et qui ont des fois des jugements
vous ressourcer ou ça, alors que finalement, quand on a vu autre chose, on voit vite les choses différemment. Ben, je n'ai pas eu beaucoup de questions existentielles par rapport au travail que nous faisions. En fait, peut-être que je travaillais trop et que je n'ai pas assez pensé et remis en question notre présence sur place. Mais voilà, alors je ne peux pas tellement vous dire des doutes que j'avais. J'avais l'impression, effectivement, d'avoir quelque chose à faire et à vivre, surtout à vivre ce que l'on a fait. On était contents si on avait trouvé un sac de riz, on était contents, je sais pas, on a reçu de la fondue par exemple, on sachait que la famille ou des amis nous ont apporté, on a mis 6 mois avant de pouvoir la manger parce qu'il n'y avait pas de pain. C'était des trucs comme ça, alors si on trouvait du pain, on était très très contents. On avait toujours des choses très basiques à régler. Et ça nous a préservés d'une certaine manière. Et ça nous a préservé aussi d'angoisse qu'on a quand on a tout.